Bonjour à tous et bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement et toujours en son cœur, la Terre et son armée tout en découverte d'innovation. Viva Gaïa, vous dit Jean Sarwell et tout en dreads. Enfin, Viva Gaïa avec 4 I qui se comprend en groupement, académie, industrie et ingénieurs d'Île-de-France pour l'innovation au profit de l'armée de terre. Et pour se frayer un chemin dans les méandres de cet acronyme, nous recevons le directeur de ce pôle, le colonel Vincent Fleuret. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour Molletan. Alors, Gaïa, c'est qui ? C'est quoi ? En fait, c'est une idée qui est née en 2020 et qui nous a permis de fédérer des projets d'innovation grâce à une synergie trouvée entre des chercheurs et des industriels, avec, bien sûr, l'armée de terre qui est à la base de tout. Alors, c'est qui, quand même, il faut que je réponde à cette question, c'est une équipe. Et c'est une équipe pluridisciplinaire. Alors, c'est un terme à la mode, vous me direz, mais c'est le cas, qui a une empreinte RH très faible. En fait, nous sommes quasiment des travailleurs à temps partiel sur ce projet. Il est composé de 9 personnes, avec des réservistes pour la plupart, réservistes opérationnels et réservistes spécialistes, et un officier d'active, le lieutenant-colonel Franck Chauvy, qui est notre coordinateur et qui se trouve au sein de la section technique de l'armée de terre, puisque Gaïa, c'est la STAT et c'est bien sûr le commandement du combat futur. Alors vous parliez d'expertise, ce sont des réservistes, donc ils utilisent peut-être l'expertise qu'ils ont dans le privé pour en faire quelque chose pour l'armée de terre ? C'est ça, c'est le côté qui n'est pas novateur parce que l'armée de terre le fait déjà. Le côté plus novateur, c'est la façon de les employer. En fait, nous les employons comme des consultants. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de charge, ils ont des livrables et ils n'ont pas besoin de passer une journée d'activité derrière un écran à la section technique de l'armée de terre. L'objectif, c'est de pouvoir justement utiliser, faire fructifier ces compétences, chacun dans leur domaine, parce qu'ils ont des expertises et des emplois qui sont extrêmement intéressants. J'en veux pour preuve mon expert juridique, qui est le directeur juridique compliance chez Engie, que je n'aurais pas pu employer à temps plein, bien entendu. C'est mon expert organisationnel et financier, qui est un avocat spécialisé en fusion-acquisition dans un gros cabinet d'affaires. Ce sont des gens comme des chefs de projet et ingénieurs chez Airbus, qui dirigent des équipes de plusieurs personnes, ou la déléguée générale systématique, que nous sommes en train de recruter actuellement. Et puis, des plus jeunes, moi je me considère comme un ancien. Ceux que je viens de vous citer sont un petit peu moins anciens que moi, mais ils ont de très belles compétences et une très belle expérience. Mais des plus jeunes qui vont être des chefs de projet, ce sont des ingénieurs systémiers, ce sont des senior advisors dans leur structure, ce sont des gens de ce type. Pour mettre un petit peu de liant dans tout ça, on a bien sûr besoin de quelqu'un qui va valoriser la communication. Et c'est notre chargé de communication qui travaille chez Cerber et qui valorise cette innovation. 2 points. Je vous ai parlé de réservistes. On a des réservistes opérationnels qui, bien entendu, vont pouvoir faire carrière et progresser en grade et en emploi. Ça a été le cas pour notre premier chef de projet, qui est maintenant lieutenant-chef de peloton au 515e régiment du train. Et pour les autres, ce sont des officiers de réserve spécialistes qui sont recrutés à un grade correspondant à leur qualification. C'est pour ça que j'ai plusieurs lieutenants-colonels et un capitaine qui ne progresseront pas en grade, qui resteront sur ce type d'emploi, mais qui ont des compétences et des expériences extrêmement intéressantes. Alors, des partenaires, vous en avez 3 types, vous nous en avez déjà parlé. Qui sont vos partenaires institutionnels ? Alors, nous voyageons de concert avec la DGA. Il était pour moi hors de question, dès le départ, dès l'éclosion de ce projet, de ne pas travailler main dans la main avec la DGA. Et c'est pour ça que notre premier partenaire est l'Agence Innovation de Défense, qui fait partie de la Convention Gaïa. Et puis, nous avons 2 autres types de partenaires, des partenaires académiques et industriels. Les partenaires académiques, comme nous sommes ciblés sur l'Île-de-France, eh bien, c'est l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris. Autant vous dire que nous disposons d'un vivier d'une incroyable richesse, avec près de 330 labos à eux deux, et des entreprises qui sont tournées vers la valorisation économique. C'est le cas par exemple de l'Université Paris-Saclay,
ou la possibilité de faire une synergie dans certaines disciplines d'excellence. Et j'en veux pour preuve l'Institut Polytechnique de Paris, qui met en avant le CIEDS, qui est le centre interdisciplinaire, qui permet de regrouper en son sein toutes les recherches concernant la défense et la sécurité. Alors, sur ces partenaires académiques, vont arriver sur votre terrain aussi bien des professeurs que des élèves? Alors, nous sommes surtout sur des labos, mais à partir de ce moment-là, effectivement, on pourra avoir des doctorants, puisque un des objectifs de Gaïa, c'est bien sûr de monter des projets, on en parlera tout à l'heure, et pour monter des projets, parfois, il faut monter des thèses. Et donc, on a déjà créé 4 thèses, des thèses CIFRE défense, avec le recrutement de doctorants sur 3 ans pour mener à bien ces projets. Mais en l'occurrence, nous avons affaire à des écoles qui mettent en avant des labos. C'est le cas de Centrale Supélec, c'est le cas de l'ENSTA par exemple. Et puis, ne pas oublier le dernier partenaire, qui est le partenaire industriel. Et là, nous avons un portail extrêmement pratique et performant, c'est le GICAT, qui est le groupement professionnel des industries de défense terrestre. Et d'ailleurs, je vous rappelle que il existe un podcast Combat Futur avec le GICAT, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, puisque Hubert Raymond est un de nos partenaires dans cette affaire, puisque c'est lui qui est notre point de contact. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié son podcast lorsqu'il parlait de Generate. Et justement, Generate fait partie de toutes ces structures que le GICAT nous permet d'aborder. Ça va donc du grand groupe jusqu'à la PME, voire la start-up. Et c'est le cas, nous le verrons pendant les différents projets que je vous listerai. Alors Gaïa, ça reste quelque chose d'un peu militaire, donc vous avez des objectifs opérationnels. Quels sont-ils? On en a plusieurs. On a ce que l'on attend sur de la captation d'innovation. Donc c'est capter et accélérer les innovations et les technologies de rupture. Capter, en fait, pour ça, il faut de la communication. Il faut être connu, il faut être visible. Et c'est là où notre lieutenant Manilier, qui valorise notre innovation, est extrêmement importante, puisque par des rapports d'activité, des créations de stands, on a déjà fait partie d'Eurosatori 2 fois, ou d'autres types de structures, le Gaïa commence à être de plus en plus visible. Et cette visibilité nous amène des partenaires. Qu'ils soient industriels ou chercheurs. Et on verra lorsqu'on crée un projet qu'effectivement, ils vont nous apporter des idées de recherche, des idées de projets industriels, des idées d'innovation. Et là, on va les travailler ensemble suivant une certaine procédure. Donc c'est déjà la captation. Et on capte de plus en plus des innovations de rupture, comme je vous le dirai tout à l'heure. Mais c'est également accélérer et optimiser la mise en relation entre les différents acteurs. C'est le job de Gaïa en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour fluidifier les relations, créer les conditions nécessaires et suffisantes pour mener à bien un projet et l'amener jusqu'à une mise à l'échelle, voire une industrialisation. Donc on est bien là-dessus sur des concepts classiques. Ce qui est un petit peu moins classique, c'est la favorisation d'un réseau régional. On va favoriser la création d'un réseau régional au niveau de l'Île-de-France et au niveau du département des Yvelines, mais pas seulement, puisque on souhaite accroître l'attractivité du plateau de Satory, et je vous en parlerai en fin de podcast, je pense, ainsi que celui du plateau de Saclay. Nos partenaires académiques sont tous sur le plateau de Saclay. On a beaucoup de partenaires industriels sur le plateau de Satory. Eh bien, Gaïa peut être un catalyseur pour justement regrouper ces relations, avec sous-jacent l'idée de promotion d'une plateforme d'innovation sur le plateau de Satory. Mais ça, comme je le disais, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, on a compris, capteur, fédérateur, accélérateur, valorisateur, mais ça, autour de projets, comment se déroule le cycle de vie d'un de vos projets? Et on parlera des projets en particulier après. Alors, dans le cycle de vie d'un projet, en fait, quand on regarde bien les choses, on a 10 étapes. On a les étapes 1 à 2 où on est sur, en quelque sorte, la naissance du projet, son idée, sa validation. Et ça vient de qui? Qui a l'idée? Alors, justement, l'idée, c'est... Nous, on n'a aucune idée. On est un petit peu comme des coucous. C'est-à-dire qu'on va chercher les idées là où elles se trouvent. On en a beaucoup, mais on est friand d'avoir un autre œil, un œil beaucoup plus novateur. Et donc, ces idées viennent des chercheurs. Ils viennent nous voir, ils tapent à la porte. Ce peut être des industriels, de plus en plus des startups d'ailleurs, qui viennent nous voir et ils vont
confronter justement cette idée à nos besoins opérationnels. Parce que, pour paraphraser certains écrits célèbres, au commencement était le besoin opérationnel. Au commencement est le besoin opérationnel. Et hors de ce besoin opérationnel, le projet ne nous intéresse pas. Et donc on ne fait pas un projet juste pour se faire plaisir, mais on va pouvoir, en validant ce projet, le qualifier. Et ça, vis-à-vis des industriels et des chercheurs, c'est quelque chose de très important parce qu'on va se retourner vers les experts au sein de l'armée de terre, soit du bureau plan, soit nos experts scientifiques et opérationnels au sein de la section technique de l'armée de terre. Et on va voir si ce projet intéresse l'armée de terre. S'il intéresse l'armée de terre, banco. À ce moment-là, on va créer une équipe. Ça, c'est l'étape 2, c'est le montage du projet. Et on va rechercher, si c'est un chercheur qui vient nous voir, des partenaires industriels, voire d'autres partenaires universitaires. Et pour ça, on a des points de contact au sein de l'université extrêmement réactifs et qui connaissent très très bien leur environnement. On crée cette équipe. L'équipe est créée. Bien entendu, d'emblée, on va faire signer un accord de non-confidentialité, ce qui semble tout à fait logique. Et puis, à partir de là, on va créer la fiche projet, avec les objectifs opérationnels, scientifiques, techniques, la dualité des projets. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, surtout dans le cadre d'une recherche de financement. Je pourrais vous donner quelques exemples lorsque je vous parlerai de projets. Et puis, on va monter deux choses extrêmement importantes. Une recherche de financement, puisque dans la majeure partie des cas, on a besoin de financement. Et on va créer les conditions juridiques nécessaires et suffisantes pour créer un consortium. Alors je parle de consortium et d'accord de consortium par facilité. En fait, ce n'est pas un accord de consortium puisque l'armée de terre va signer cet accord et l'État n'a pas le droit de faire partie d'un consortium. Donc nous, on appelle ça un accord spécifique. Mais il a toutes les caractéristiques juridiques avec la préservation de la propriété intellectuelle, avec la possibilité de publier, puisque, vous me permettrez cette image, mais on marie la carpe et le lapin. On marie des universitaires qui sont désireux de publier au plus vite et des industriels qui ont besoin de conserver la propriété intellectuelle. Eh bien, on y parvient parfaitement, puisque avec ces accords, et pour ceux qui ont été déjà signés, on en a des exemples, les universitaires peuvent, en cours de projet, publier avoir des publications scientifiques au niveau international, tout en préservant la propriété intellectuelle suffisante. Donc on va monter le projet, consortium, financement. Les recherches de financement sont toujours longues, puisque l'on voit qu'on a des projets qui, au début, nécessitaient des thèses, donc on passait par l'Agence Innovation de Défense. Maintenant, on est sur des processus rapides, toujours de la DGA, voire des sésames de la région Île-de-France. Et donc, pour vous donner une petite idée, actuellement, on est sur un peu plus de 4,5 millions, 4 millions d'euros et 500 000 qui sont soit obtenus, soit en cours d'obtention par le projet Gaïa pour différents projets. Une fois que cet accord spécifique est consolidé, on en arrive à l'étape 7, c'est-à-dire le lancement du projet. Et là, Gaïa va en partie se retirer. On a fait toute la chefferie du projet, c'est-à-dire qu'on avait désigné un chef de projet dans nos rangs, on a monté les projets, on a fourni des templates pour permettre à l'équipe de travailler. On leur fournit des outils également, des outils relativement confidentiels, puisqu'on passe par des outils, des plateformes collaboratives comme Resana, on passe par Webconférence de l'État, on passe par France Transfert, donc des outils validés par l'ANSSI qui permettent d'avoir une certaine confidentialité. Je vous rassure, on ne passe pas par Teams ou d'autres structures de ce type. Et ensuite, quand le projet va partir sur 2 ans, 3 ans pour aboutir à une phase d'industrialisation, voire un nouveau projet, Gaïa conservera un référent projet dans ses rangs, de façon à suivre le cycle de vie du projet, vérifier qu'on ne diverge pas trop du projet initial, puisque je vous rappelle, on est toujours sur les fourches codines du besoin opérationnel de l'armée de terre. Et puis, cela permettra également de mettre à disposition des équipements, des bases de données, des scénarios en provenance de l'armée de terre. Là aussi, j'ai un exemple très concret. Le premier accord spécifique a été signé en 2022 avec un industriel et un labo. Dans le cadre d'une recherche de plus grande frugalité énergétique pour les véhicules terrestres,
grosso modo gagner 15 à 20% de potentiel énergétique. Et bien à un moment donné, pour tester les algorithmes, ils ont eu besoin d'un véhicule. Et plutôt que de prendre une C2 ou une C3, donc un véhicule civil, on leur a fourni un Griffon avec un équipage militaire de la section technique de l'armée de terre pendant 2 à 3 jours. Et ils ont testé leurs algorithmes grandeur nature, puisque c'est dédié pour des véhicules militaires. Voilà, c'est un petit peu ce à quoi va servir ce référent. Un autre projet qu'on est en train de lancer actuellement, un capteur de vieillissement de munitions, et bien là, on sort même de l'orbite armée de terre et ça montre que l'aura de Gaïa, si vous me permettez cette expression, grandit. C'est le service interarmée des munitions qui mettra à disposition ses entrepôts, ses stocks pour tester ce capteur de vieillissement de munitions. Et pour qu'on ait une petite idée temporelle entre l'idée et les résultats, la démonstration, vous nous avez parlé tout à l'heure de 2-3 ans, c'est pour tout projet, c'est à peu près ça le minimum? Alors déjà, entre le moment où l'idée arrive et où l'accord spécifique est signé, donc les 7 premières étapes je dirais, il faut en moyenne 1 an. Voilà, il faut compter 1 an. On essaie de réduire la durée, mais il y a certaines durées incompressibles. Exemple, les moments où pour candidater pour des financements, ils sont à certains moments de l'année, et donc là on est astreint à ce genre de choses. Et ensuite, on part souvent sur des durées de 2 à 3 ans, et notamment 3 ans, parce que 3 ans, c'est la durée de thèse, et c'est un peu ce que recherchent nos partenaires académiques, et donc on se cale un petit peu avec ce genre de choses. Maintenant, là aussi, quand je parlais de carpe et lapin, l'industriel, il souhaite aller beaucoup plus vite. Donc on réussit, quand on fait le planning du projet, à pouvoir déboucher sur un objet qui pourrait être industrialisé au bout de 2 ans, mais continuer le projet pour des aménagements, des évolutions ultérieures, grâce au doctorat qui est en cours. Et dans quel domaine vous illustrez-vous? Avez-vous des limites? Est-ce que voilà, vous avez des champs d'action particuliers qui vous intéressent? On n'a aucune limite. Notre seule limite, c'est le besoin, je me répète, c'est le besoin opérationnel armée de terre. Et c'est là où on a bien entendu, et c'est pour ça qu'on travaille en étroite corrélation avec la DGA, avec l'AID et avec l'état-major de l'armée de terre et la section technique de l'armée de terre. On est certes un OVNI, un objet volant non identifié ou pas nettement identifié en tout cas, mais on reste dans le rail malgré tout, parce que c'est un leitmotiv pour nous. Si on écoutait parfois les industriels ou les chercheurs, ils partiraient dans des recherches certes très intéressantes pour eux, mais qui pour nous ne nous correspondent pas. Donc on est toujours là pour remettre dans l'axe du besoin opérationnel armée de terre ce qui convient justement de faire. Alors j'imagine que parmi les sujets que vous abordez, vous venez de nous en parler, il y a l'énergie et la propulsion. Donc est-ce que vous pouvez me reparler de ces algorithmes? Alors, là, c'est un projet qui a eu lieu, qui a été lancé en 2022 et qui va bien sûr bientôt arriver en fin de course avec un résultat relativement rapide. L'objectif, c'était d'obtenir des technologies d'optimisation énergétique au profit des véhicules d'armée de terre. C'est notamment Arcus qui travaille sur ce dossier et le laboratoire IBISC de l'Université Paris-Saclay. En fait, le but, c'est de mieux connaître son environnement, l'environnement du véhicule, et faire une assistance du pilotage optimisée via une application qui analysera en temps réel l'environnement des combattants. Donc ce n'est pas qu'un moindre coût énergétique, c'est aussi des trajectoires différentes? C'est aussi des trajectoires différentes, tout à fait. Plus sûres? Certainement. Vous me permettrez de ne pas aller plus loin, bien entendu, puisque sinon j'enfreindrai un des axiomes que je mets en avant, c'est la confidentialité des projets. Donc là, je vous dis ce que nous avons, par exemple, dans notre rapport d'activité 2024, que je vous ferai parvenir avec grand plaisir, et qui sera bientôt en ligne, d'ailleurs, sur toutes les meilleures presses de France. Autre sujet, les matériaux. Est-ce que vous avez des projets particuliers sur j'imagine, les impacts qui malheureusement peuvent toucher les matériaux militaires?
Voilà, alors on en a 2 qui ont déjà été signés, qui ont trait à la fabrication additive. L'un entre Safran et l'école de Polytechnique, notamment le laboratoire de mécanique des solides, qui lui a comme objectif, donc il a été signé en 2023, il a comme objectif d'établir des modèles numériques représentatifs des situations de tir balistique pour analyser les phénomènes mis en jeu, notamment. Et donc comprendre les mécanismes de déformation et du coup déboucher sur des matériaux, et notamment des matériaux lattice qui sont à la fois beaucoup plus résistants et beaucoup plus légers. Donc ça, c'est un projet qui avait lieu, qui a été lancé avec Safran. Et un autre qui a été lancé depuis la fin de l'année dernière avec MBDA, toujours le LMS, mais également l'ONERA, pour l'étude, la modélisation et l'optimisation d'amortisseurs de choc obtenus par fabrication additive et constitués de structures lattice. En fait, c'est regarder tout ce qui concerne l'amortissement de certaines pièces, des ailes de système missile par exemple, ou des pétales d'opercules de conteneurs de tir s'ouvrant lors de la traversée du missile. Voilà. Là aussi, je ne peux pas vous en dire plus, bien entendu, mais comme vous le voyez, on est sur de l'optimisation énergétique, on est sur de la fabrication additive, on est également sur de la robotique, de la gestion des fréquences, bref, on a beaucoup de cordes à notre arc effectivement, sachant qu'on est contraint uniquement par ce besoin personnel de l'armée de terre et même des armées, je dirais, dans ce cadre de figure. Alors, vous allez m'en dire plus et m'expliquer, je vois que vous faites dans l'optimisation de la gestion spectrale. Mon colonel, par pitié, qu'est-ce que c'est ? Là, on est sur des choses qui sont effectivement assez intéressantes. L'objectif, c'est bien de pouvoir donner à des non-spécialistes, c'est-à-dire des fantassins, des sapeurs, bref, qui sont sur le champ de bataille, de leur donner des outils qui leur permettent de pouvoir faire de la guerre électronique, je dirais, à bas bruit. Et là, on a de la chance, cette fois-ci, d'avoir des startups qui nous proposent des choses intéressantes. On a par exemple un projet qui s'appelle Identification de sources d'interférence, ISIS, puisqu'on aime bien les acronymes. Vous avez remarqué qu'on aime beaucoup les acronymes, avec une société qui s'appelle TRAC, qui nous a proposé un projet permettant de délivrer à des unités non spécialistes de la ligne des contacts, ces fantassins, ces sapeurs dont je vous parlais, une capacité d'analyse en continu de l'intégralité d'un spectre radio, de localisation des zones d'émission identifiées et de caractérisation de ces signaux. Voilà, donc on a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, TRAC est associé avec un consortium de laboratoires qui s'appelle GIPS, qui vient de l'université Paris-Saclay. Là encore, au profit du combattant, je crois que vous avez travaillé particulièrement sur le casque de combat du futur. Alors, le casque de moto du combattant du futur. Voilà, je me permets cette petite précision parce que vous l'avez très certainement vu, le casque du futur a été effectivement conçu entre l'ASTAT et puis le commissariat des armées. Nous, on est sur le casque de moto du combattant du futur. Et là aussi, c'est proposé par une start-up qui s'appelle OCC. Et le groupement d'entreprises qui va travailler sur cette affaire, eh bien, c'est Shark, que tous les motards connaissent, bien entendu, Elno et Tibeka Production, et puis plusieurs laboratoires venant notamment de l'université Paris-Saclay. Et là, l'objectif, c'est de développer un casque de moto donc du combattant de nouvelle génération, léger et résistant, on parle de 30% de poids en moins, permettant donc ce gain substantiel de poids sans altérer pour autant les caractéristiques de protection et d'amortissement exigées pour préserver la sécurité du combattant. Alors, dans des projets qui sont peut-être à plus long terme, quoique, est-ce que vous pouvez nous parler, hein, c'est une obligation maintenant, de drones qui soient terrestres, qui soient aériens et qui soient en essaim ou esselés? Alors, sans vouloir trop rentrer dans les détails, vous savez bien que je ne peux pas, j'en suis désolé pour vos auditeurs qui sont friands de ce genre de secrets, mais on en a un qui actuellement est en train de candidater pour un appel à projet Sésame Filière 2030, donc un financement d'un peu plus d'1,6 million, sur un projet qui regroupe plusieurs industriels, Ineo Défense, Icarus Swarms, notamment, et puis l'ONERA et un gros labo également.
Et ce projet, en fait, est là aussi au profit de non-spécialistes de la guerre électronique, et de mettre en place un essaim de drones, entre 25 et 30 drones, équipés d'antennes radio Gonio. Et là, l'objectif n'est pas de détecter, de localiser le drone, à la limite on s'en moque un petit peu, mais c'est plutôt de les détecter et de localiser la source d'émission de celui qui fait voler ou de ceux qui font voler les drones. Donc c'est un droniste, c'est un état-major, et donc ce sont des cibles à haute valeur ajoutée. Donc c'est le projet Detect HVA, extrêmement intéressant, qui a d'ailleurs, je tiens à le souligner, parce que là aussi c'est un partenaire qui est extrêmement important pour nous, il a été labellisé par le pôle de compétitivité systématique, qui est un gros pôle de compétitivité sur l'Île-de-France, et qui est un partenaire effectivement de Gaïa. Donc ça, c'est un projet à base de drones, mais qui est plus sur la gestion de fréquences. Et puis actuellement, on est en discussion avec KNDS et Safran pour monter 2 à 3 projets, où là on est sur des meutes de robots terrestres, 1 à 3 tonnes armées, dans lequel on injecterait de l'intelligence artificielle, et également un couplage, et là on travaillerait avec Safran vraisemblablement, un couplage avec des drones pour éclairer la trajectoire de ces robots terrestres. Alors, ce qui fait que vous pouvez participer au COMA, au combat homme-machine et ce genre d'événements? Alors là, ce sont les industriels qui y participent, mais de toute façon, au COMA, c'est le Battle Lab Terre. Le Battle Lab Terre est localisé comme nous au sein du groupement Innovation, donc on est voisins de bureau. Donc on se connaît très très bien, et on est dirigé par un seul et même chef, le colonel Thomas Brucker. Et ce qui a l'air important, c'est cette implantation. Vous êtes au cœur d'un système particulier? Alors, nous sommes au sein de la section technique de l'armée de terre, au sein d'un groupement innovation, qui d'ailleurs cet été va devenir une sous-direction de la coordination de l'innovation. Cette SDCI qui comprendra Gaïa, le Battle Lab, le bureau de coordination de l'innovation sera directement positionné auprès du général directeur de la STAT, et dans un environnement qui est le plateau de Satori, qui est extrêmement intéressant pour nous, puisque nous avons déjà la chance qu'une partie du commandement du combat futur vienne nous rejoindre, donc on pourra travailler main dans la main, mais aussi sur un plateau qui est en évolution certaine grâce à l'impulsion du département des Yvelines. Si vous me permettez quelques mots, mon lieutenant, sur ce sujet, il s'agit du projet Satori Tech, qui est mené conjointement par le J4, par le département des Yvelines, et auquel participe le ministère des Armées, bien entendu. Et là, l'objectif, c'est de créer un cluster défense et sécurité sur ce plateau de Satori, qui a un potentiel énorme, mais qui est encore en pleine recherche. L'opportunité, c'est bien sûr la mise en œuvre de la ligne 18 du Grand Paris en 2030, et qui va permettre d'innerver et de relier ce plateau avec celui de Saclay, avec Versailles et avec Paris. Ce cluster défense, en fait, eh bien, Gaïa y prend part, puisque nous co-dirigeons avec le J4 un des groupes de travail de ce comité Satori Tech. On le fait depuis maintenant 1 an, et ce groupe de travail est chargé, en fait, d'identifier le besoin de tous les acteurs qui sont sur le plateau et de tous les acteurs qui sont en dehors du plateau, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'industriels qui souhaitent se joindre à ce genre de groupe de travail, mais également d'autres structures universitaires, et de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de pôles autour de la robotique, autour de la maintenance du futur et autour de la gestion de l'énergie, des villes et des villes connectées. Voilà, ce sont 3 grands pôles qui sont en train d'émerger. Nous en sommes au point des réflexions, mais des réflexions quand même assez abouties, puisqu'on est en train de réaliser des cahiers des charges, mode de fonctionnement, mode de financement. Qu'est-ce qu'on mettra dans ces pôles? Voilà, on en est à ce point-là actuellement, avec de très nombreux acteurs. On doit être au niveau de ce groupe de travail sur une dizaine d'acteurs industriels, à peu près la même chose au niveau académique. Et puis des institutionnels, on est suivi par le ministère des Armées, par la région Île-de-France, par le département des Yvelines, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et bien sûr Versailles Grand Parc. Merci colonel Vincent Fleuret, directeur du pôle Gaïa, de nous avoir ouvert les portes de ce groupement disruptif et bien ancré dans le monde des idées pour qu'elles deviennent réalité dans le quotidien du soldat. C'était pour son commandement Combat Futur, une balado-diffusion infuse nos innovations, de jour comme de nuit, furtif et concret, à l'assaut de demain.